Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Parfois, ça fait du bien de voir si elle n'est pas plus verte ailleurs. La confiture verte. Oui, c'est Kiwi. très bon. De kiwi, de prune, d'asperges. Un petit chutney d'asperges, je suis sûr que c'est très bon. Sûrement. Avec un peu de curry. Je ne La- mangerai pas, mais La confiture de wasabi, je pense. ça peut être pas mal. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Alors aujourd'hui, on va parler de Guillaume de Rubrouck et de Jeanne de Barret. Et si vous ne savez pas qui c'est, rassurez-vous, 50% de nous non plus. Exact. Jeanne Barret, pas de Barret. Ah, pardon, Jeanne Barret. Et c'est moi qui commence donc avec Jeanne Barret, la première femme à avoir fait le tour du monde et Cocorico, c'est une Française. Ouais. Son nom me faisait Ouais. dire, genre, bon, il y a peut-être une chance. Il y a des chances. Ouais, non, parce que bon, il y a quelques jours, on était le 8 mars, donc Oui. journée de la femme oblige, on va être obligé de parler de gonzesse. Alors, journée du droit des femmes. Oui, j'allais finir, j'allais, je faisais une blague. Pardon. Bien sûr que c'est la journée du droit des femmes, et donc on va parler d'une femme qui a donc fait le tour du monde, malgré le fait que, à l'époque, puisque ça se déroule au XVIIIe siècle, elle n'avait pas le droit de monter sur un bateau. Mais elle s'est levée et elle s'est barrée. Ah. Oui, parce que bon, au XVIIIe siècle, sans bateau pour faire le tour du monde, c'est pas possible, quoi. Alors, si tu passes par le détroit de Bering, Alors, ouais, sur un hiver qui est... Ouais, mais de l'autre, comment tu fais pour traverser l'Atlantique? là, c'est plus compliqué, je pense. Ouais. Tu nages, tu te démerdes. Ça Bref. dépend de quelle époque on parle, parce que moi, je sais toujours pas. 18e, j'ai dit. 18e, t'as dit? Ouais, on est au 18e siècle, mais on va commencer par parler un petit peu de tour du monde, Oui. pour voir un petit peu quand est-ce que l'idée a germé dans l'inconscient collectif de l'humanité. Parce que, malgré ce que vous avez peut-être pu lire sur Facebook, la Terre est ronde, hein. Enfin, moi, je suis prêt à prendre des Spoiler paris. alerte. Spoiler alerte. Peut-être qu'on fera un épisode un jour sur... Sur les- Est-ce que la Terre est vraiment ronde? Ouais. Moi, je suis prêt à prendre le pari qu'elle l'est. Et il se trouve qu'en fait, ça, c'est un fait qui est connu depuis l'Antiquité, hein, puisque au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Ératosthène, par exemple, avait évalué la circonférence de la Terre à 250 000 stades, soit 39 375 km. L'histoire a fait un peu un cercle, parce que maintenant, on parle plus qu'en stade de football. Oui, c'est ça. Alors, c'est des stades qui font 150 mètres de long, je crois, hein, quand même. Oui. Oh, c'est pas mal. C'est des gros stades de football, quoi. 39 375 km, il s'était gouré de 700 bornes, hein. Donc, pas mal. Sur le rayon, La circonférence. la circonférence. Encore mieux. Donc bien, hein, comme quoi la géométrie dans la Grèce antique, Ça marche. Ça sert à des trucs. ça sert à des trucs. Quand tu sais pas quel est le rayon de la Terre, par exemple. Voilà. Et bon, faut le savoir. Tu mets un bâton dans le sol et puis... Et puis tu te déplaces. C'est un peu compliqué, on en parlera peut-être un jour. Au XIVe siècle, Jean de Mandeville, écrivain, publie le livre des merveilles du monde. Et il imagine entre autres dans son bouquin la possibilité de faire le tour du monde en bateau. Bon, comme il parle aussi de licornes, de dragons, de fontaines de jouvence et de vallées démoniaques, c'est un énorme succès Oui, j'imagine. d'édition. Hein. C'est traduit en 10 langues, il y a 35 éditions imprimées en 1501. Genre les imprimeries existent Oui. depuis 20 ans, quoi. Alors là aussi, on Ouais. pourra en parler. J'ai vu ça passer ce matin sur Twitter. Hein, donc, Que Gutenberg, en fait, c'était pas le... non, qu'en fait, apparemment, les premiers textes imprimés sur des lettres, alors c'est pas vraiment des lettres, mais des caractères en fer déplaçables, c'est coréen. Ah, et ça date de avant... Ça date de avant Gutenberg. En tout cas, ce que nous apprend Jean de Mandeville, c'est que l'heroic fantasy, ça a toujours été assez populaire, quoi. Oui. Ouais. Une vallée démoniaque, c'est toujours bien dans ton récit à un moment ou à un autre. Puis les licornes et les dragons, quoi, tu vois, on n'a pas attendu Game of Thrones. Il y a des mecs pour qui que ça font des récits hyper chiants, hyper factuels. On en parlera tout à l'heure. D'accord. En tout cas, le livre de Jean de Mandeville, il a fait rêver des petits garçons. Un certain Christophe Colomb, par exemple, qui se dit qu'on pourrait peut-être trouver une route des Indes vers l'ouest. Tonton? Tentons le coup. Bon, il est un peu bloqué dans son élan par un continent qu'il n'avait pas prévu. Ok. Mais au même moment, c'est-à-dire qu'au moment où il commence à massacrer des Indiens, hein, le petit Fernand de Magellan, lui aussi, rêve à passer par l'ouest pour atteindre les îles Moluques. En l'occurrence, pas les Indes, mais enfin bon, Oui. c'est pareil. Il se trouve que Fernand de Magellan, devenu adulte, il va aller aux Indes orientales portugaises, par l'est, donc par le chemin en contournant l'Afrique. Mhm. Il va participer au siège de Malacca, enfin la prise de Malacca même, en Malaisie. Oui. Il va rentrer ensuite, donc il est militaire, hein. Il va faire un petit tour au Maroc, où il est blessé au genou, et donc du coup il devient garde, et c'est fini. D'accord.
Non, c'est pas vrai. Il n'y a que dans Skyrim que les mecs, quand ils sont blessés au genou, ils font plus rien. Non, en fait... Non, mais on aurait gagné du temps au montage. Hein. Oui, c'est vrai. Au Maroc, il se fait accuser de faire du commerce illégal avec les morts. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Du coup, il s'embrouille avec ses Ah, supérieurs. la population locale. Oui. Pas de la nécromancie. Non. Il s'embrouille avec ses supérieurs, avec le roi du Portugal, parce qu'il est portugais. Et du coup, il décide de se casser, il va en Espagne et il propose à Charles Quint donc de partir en voyage vers l'ouest pour atteindre les Indes orientales portugaises ou espagnoles. En fait, le but de son voyage, c'est d'atteindre les îles Moluques et de prouver qu'elles sont dans le demi-hémisphère qui est réservé aux Espagnols et pas aux Portugais depuis le traité de Tordesillas. Parce qu'on s'est dit, hémisphère nord, c'est pour les Portugais, hémisphère... Enfin, Alors, l'hémisphère nord, ils se le gardent pour eux. Par contre, ils prennent un méridien D'accord. et ils disent tout ce qui est à l'ouest, c'est pour les Espagnols, tout ce qui est à l'est, c'est pour les Portugais. C'est pour ça que les Portugais ont le Brésil, par exemple. Parce que le méridien, ils l'ont mal choisi. Enfin, ils l'ont choisi à peu près au niveau de Cuba, tu vois. Donc, Oui. en se disant, ouais, c'est cool, on a trouvé Cuba, c'est pour nous. Mais comme le Brésil, bah, ça dépasse, c'est pour ça que c'est portugais. Parce que les Portugais ont fait, bah non, c'est de notre côté, c'est cool. Et donc, tout le but, après, c'est de trouver où est-ce que ce même méridien passe de l'autre côté. Oui. Pour voir en Inde, ou en Indonésie, qu'est-ce qui appartient aux Portugais, qu'est-ce qui appartient aux Espagnols. En l'occurrence, les îles Moluques, ça appartient aux Portugais. Mais là, ils sont en train de dire, oui, bon... On va vérifier quand même. Voilà, on va les vérifier, parce que ça appartient, mais pas beaucoup. On va envoyer le fisc. Bon, en l'occurrence, ils envoient Magellan. Ou on va demander aux autochtones. Non, Non. Ça, ils s'en foutent, ça. On va voir qu'ils s'en foutent bien, des autochtones. Donc, en fait, il part pas vraiment pour faire le tour du monde, Magellan. Mais bon, il part avec 5 bateaux, 237 hommes, le 10 août 1519. Et alors, à l'époque, partir sur un voyage pareil, c'est pas de tout repos. Hein. Parce que en octobre, quand il découvre le détroit de lui-même, Magellan, il a déjà eu une mutinerie, il était obligé de buter 2 de ses capitaines. Il a déjà perdu 2 bateaux. Ah oui, c'est même pas, on compte même pas en genre, quoi. On compte directement en bateau. Quoi. Alors, attends, il a perdu 2 bateaux, il y en a un qui s'est échoué, il y en a un qui a fait demi-tour. Hein. Parce que les mecs se sont mutinés, ils ont fait, non mais c'est complètement con ce qu'on est en train de faire. On rentre. En mars 1521, quand il atteint les Philippines, ils sont obligés de bouffer le cuir qu'il y a sur leur bateau parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer, parce qu'ils n'avaient pas prévu que traverser le Pacifique, ça serait aussi long. Le donneur parti, si vous vous rappelez. Ouais, le cuir, c'est bon. Voilà, c'est un peu la même chose. Mais quand ils arrivent aux Philippines, ils se disent « Ah, bah super, personne connaît ces îles, on est les premiers Européens à y arriver, donc la première idée qui leur vient, c'est à nous. C'est de christianiser et de dire que c'est la couronne d'Espagne. » Alors les premiers mecs du coin disent « Oui, bon alors pourquoi pas, très bien. » Et puis il y en a un qui refuse. Du coup, Magellan, il prend 60 arquebusiers qu'il avait avec lui. Puis il se dit, c'est bon, c'est pas 1500 sauvages en pagne qui vont nous empêcher de dire que ça appartient à la couronne d'Espagnol. Bon, bah si. Parce que l'arquebus, ça, c'est pas un AK-47. Voilà. Et puis il se trouve que les sauvages en pagne, ils ont des boucliers. Et que les balles d'arquebus, ça passe pas les boucliers. Et donc ils se font massacrer. Magellan meurt. 4 jours plus tard, il y a un autre roi qui tend une embuscade aux Espagnols qui restent parce que il trouve un petit peu abusé que les Espagnols aient violé toutes les femmes de la tribu. On peut comprendre. Oui, la notion de consentement n'était pas comprise de la même façon à l'époque. Ça doit être ça. Mais on en reparlera du consentement. Mais ne faites pas ça chez vous. Non. Et donc, après ça, il leur reste 113 hommes et 3 navires, c'est-à-dire un peu trop de navires par rapport au nombre d'hommes. Donc, ils en crament un. Ils continuent leur voyage. Il y en a un qui est obligé de s'arrêter un petit peu pour réparer, qui se fait aborder par les Portugais. Et donc, finalement, il n'y a qu'un seul navire sur les 5 qui rentre en Espagne avec 16 hommes à bord. Sans Magellan. Sans Magellan, donc, qui est mort aux Philippines. Donc, Magellan n'a pas fait le tour du monde. Celui qui l'a fait, c'est son second, Juan Sebastián Elcano, et donc les 15 autres membres d'équipage avec lui. Quand on est philippin ou malais, on considère que le premier homme à avoir fait le tour du monde, c'est ni Juan Sebastián Elcano ni Magellan, mais Enrique de Malaca, un jeune malais donc en 1511, Magellan a pris comme interprète, enfin a acheté, hein, parce que c'est un esclave, le pauvre, qui a accompagné son maître en Espagne et ensuite dans le voyage. D'accord. En fait, le mec a quitté les Espagnols aux Philippines, donc on n'est pas complètement sûr qu'il soit retourné jusqu'en Malaisie. Mais le fait est, et puis bon, ça a pris 10 ans, hein, tout ça. Oui. Mais le fait est qu'il est parti de son pays en partant vers l'ouest, et que s'il y est revenu, il est arrivé par l'est. Donc il a fait le tour du monde. Effectivement. Ça serait le premier. Bref. Après Magellan, on en a déjà parlé dans un des tout premiers épisodes de la confiture Francis Drake. J'allais le dire. Je me souvenais de Drake qui était le deuxième. Ouais.
entre 1577 et 1580. En fait, il y en a un autre espagnol qui est parti pour, pareil, trouver une voie, qui s'est arrêté aux Moluques. Il est parti avec 7 navires, il lui en reste plus qu'un quand il arrive aux îles Moluques, et le navire il est en ruine et tout machin, ils sont obligés de rester 10 ans sur les îles avant qu'il y ait des mecs qui les ramènent en Espagne. Donc ça compte pas vraiment Ouais, comme mais un tour du monde parce que... il y a un côté panache quand même à faire le tour du monde juste quand tu t'es perdu, quoi. Genre, ah, je vais acheter des clopes. Ouais, Ah, c'est ça. Bah ça c'est plus Francis Drake au final, tu vois, qui est Oui. remonté, qui arrive, il fait rentrer par le même chemin, ça va être relou, on va continuer vers l'ouest, et puis pouf, on rentre. Je suis sûr que ça arrivera vachement quand on sera tous à la merci des intelligences artificielles, et qu'on aura des voitures qui se conduisent toutes seules, là, qui vont se dire en fait, il y a un feu rouge, je vais faire le tour du monde pour aller de l'autre côté. Ça va aller plus vite. Bah, en tout cas, pour Magellan, pour Francis Drake, ça marche bien. Et puis, c'est la première fois que ce genre de voyage rapporte. Parce que les Juan Sebastián Elcano, là, ils ramènent des épices quand même. Mais alors, ils ont perdu 4 bateaux dans Oui. l'histoire. Puis, ils ramènent un peu d'épices, donc c'est un désastre économiquement. Les autres Espagnols, là, pendant 10 ans, bah, c'est bon. Francis Drake, lui, cool. Le quatrième, c'est Thomas Cavendish, un autre Anglais, un autre corsaire, qui est le premier à vraiment dire en partant, je vais faire le tour du monde. Parce que Francis Drake, c'était pas son but non plus. Hein. Il est parti pour aller être corsaire, quoi. Cavendish, c'est le premier qui dit, moi, je vais faire le tour du monde. Au passage, je suis corsaire, je vais attaquer des bateaux espagnols et portugais. Parce que bon, voilà. Hein. Mais voilà. Donc, ça rapporte. Ensuite, au début du XVIIe siècle, Olivier von Noort, qui est lui aussi corsaire, mais hollandais, Oui, j'allais dire, il est pas malé, quoi. non, va aussi faire un tour du monde qui est un peu moins profitable que celui de Drake, mais qui va ouvrir la voie à la Compagnie des Indes orientales hollandaise. Et ensuite, plus rien jusqu'en 1766 et le voyage de Bougainville qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que notre héroïne du jour, c'est avec Bougainville qu'elle l'a fait, sur D'accord. l'expression de Bougainville. Donc, qui est Jeanne Barret? Bonne question. Voilà. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Alors, pour la plupart des historiens, on s'accorde à dire qu'elle est née en 1740 à La Cornelle, en Bourgogne, et qu'elle est fils d'un métayer. Alex Métayer Non, en l'occurrence, Jean. Jean Métayer. Jean Barret, métayer. Donc paysan. Hein. Oui. Enfin, sous-classe de paysan. Je dis que tous les historiens s'accordent à dire parce qu'en fait, Jean Barret, il a eu 5 femmes, Oui. 4 garçons et 6 filles, dont 4 s'appellent Jeanne. Ah, compliqué. Voilà, donc il y a beaucoup de Jeanne Barret dans l'histoire et on n'est pas bien sûr de laquelle vraiment a fait le tour du monde. Il semblerait que celle qui est née en 1740, elle soit morte en 1743. Il faut pas laisser des petits obstacles de la vie se mettre en travers de ton ambition. Bien sûr, je ne sais pas trop. D'ailleurs, parmi ces femmes, à Jean Barret, il y en a 2 qui s'appellent Jeanne aussi. Ça devait être hyper compliqué. Ça me rappelle une pièce de théâtre. Oui, un petit peu, les caressages pour tous. Voilà, Boris pour Vian. ceux qui ont lu Boris Vian. Bref, donc on ne sait pas grand-chose de sa jeunesse, hein, parce que bon, elle est paysanne en Bourgogne. Mais on retrouve sa trace en 1764 quand elle rentre au service du médecin et botaniste Philibert Commerson, et où elle devient sa gouvernante. D'accord. Jusque-là, on n'est pas encore dans le tour du monde. Non, mais alors tu vas voir que c'est grâce à Philibert Commerson. Oui, mais gouvernante, ça te prédestine pas à faire le tour du monde. Non, pas trop. Enfin, sauf si t'es gouvernante de Madonna ou... Oui, remarque. Bah, à l'époque, Madonna, elle n'est pas encore très connue. Oui. C'est... Enfin, Parce qu'elle est immortelle. Oui. Tout le monde le sait quand même. À l'époque, Philibert, c'est un jeune veuf de 36 ans qui a un enfant de 2 ans à charge, d'où l'intérêt d'avoir une gouvernante, parce que sa femme est morte en couche. Donc il est docteur en médecine, mais sa véritable passion, c'est la botanique. Lui, on ne juge pas. on ne juge pas. Non, mais c'est un énorme nerd de la botanique. Il ne fait que ça. Il a fait des études de médecine, mais juste pour pouvoir étudier des plantes médicinales. Il en est complètement dingue. Hein. Il a volé des plantes dans les jardins botaniques de Montpellier, là où il a fait ses études, au point de se faire renvoyer. Enfin, il ne fait que ça, mais avec un certain succès. C'est-à-dire que c'est un type plutôt brillant dans la botanique. Bon, pourquoi pas. Du coup, il se lie avec les savants de son époque, hein, les philosophes des Lumières, tout ça. Il rencontre même Voltaire à un moment donné. Voltaire lui propose d'être son secrétaire particulier et Philibert lui dit non, moi je préfère les plantes. Non, c'est le printemps, il faut que j'aille repiquer mes rosiers. C'est un peu ça. Bon, il écrira après à un ami qui trouve que Voltaire c'est un filou et qu'il a une tête de type pas sérieux, donc il veut pas. Je veux juste dire que je ne sais pas si les rosiers ça se repique au printemps, donc ne faites pas ça chez vous sans avoir pris des conseils d'experts. Combien Ok. t'as de plantes chez toi? Eh ben écoute, j'ai des fleurs. De temps en temps, j'achète des fleurs. Voilà. Moi, j'ai une plante qui a miraculeusement survécu pendant des années. Je ne sais pas pourquoi.
Donc, on ne connaît pas grand-chose à la botanique. Voilà, ne nous écoutez pas. Non, pas sur la botanique. Je suis sûr qu'il y aura bientôt un podcast, peut-être, sur la botanique, peut-être au sein du label podcast. Parce que c'est le label des intérêts particuliers. Voilà. Silence, ça pousse. Oui, c'est un peu chiant, podcast. Bref, Jeanne Barret, donc, entre au service de Philibert Commerson début 64. Et en plus de son boulot de gouvernante, elle commence à l'assister dans son boulot à lui de botaniste. Et il se trouve qu'elle est plutôt intelligente et donc elle apprend très vite. Et elle devient une vraie assistante, enfin une vraie botaniste elle-même. Il se trouve aussi que fin 1764, miraculeusement, elle tombe enceinte. Alors, à l'époque, une fille-mère est obligée de déclarer sa grossesse à la préfecture locale, parce qu'il y a un petit peu trop de gens qui se débarrassent de leur bébé. Et elle refuse de donner le nom du père. Qui peut-il bien être? Peut-être son colocataire. Voilà, on ne sait pas, on ne le saura jamais, vraiment. Mais dans la foulée, Commerson et Barret partent à Paris, parce que, alors, Commerson a été invité par les savants locaux. C'est quand même mieux d'être à Paris qu'à Toulon sur Arroux, en Bourgogne. Bah alors, pour faire pousser des fleurs, je sais pas. Certes, mais quand tu es scientifique, il y a le Jardin des Plantes quand même. Oui. Il va d'ailleurs s'installer juste à côté du Jardin des Plantes. Et puis, il y a peut-être un petit peu moins de pollution à l'époque. Sûrement. Est-ce qu'il y a un petit peu pour éviter le qu'en dira-t-on rapport au fait que sa gouvernante est enceinte? On ne sait pas. On ne sait pas puisque Commerson ne va jamais dire si cet enfant est de lui ou pas. En tout cas, quand il naît en 1765, il est tout de suite placé chez une nourrice qui est payée par Commerson et qui sera payée... Enfin, genre, c'est un contrat à long terme, quoi. D'accord. Il ne compte pas le récupérer, en fait, le gamin. Bref, il continue son boulot de botaniste à Paris, il rencontre Jussieu, Buffon, le médecin du roi, enfin il monte un petit peu dans les sphères de l'intelligence parisienne de l'époque. Et quand, en 1766, Louis XV ordonne à Louis-Antoine de Bougainville de partir pour les îles Malouines, à la base, pour les rendre aux Espagnols. Bon, une petite histoire de on n'est pas bien sûr du méridien, tout ça. Oui. Et d'en profiter pour faire le tour du monde, pour voir s'il n'y a pas une ou deux îles qu'on pourrait découvrir au milieu du Pacifique et dire que c'est à nous. Ça pue un peu quand ton roi dit « Tiens, toi là, pars faire le tour du monde !» Non, parce qu'on est au XVIIIe siècle, c'est quand même plus à l'époque de Magellan, Oui. tu vois. Bref, donc quand Louis XV ordonne à Bougainville de faire ce voyage, comme Bougainville est aussi un passionné de sciences, en plus d'être un militaire, parce que à l'origine il était mathématicien. Bon, pas trop Ça aide comme... pour la guerre. Oui, faut croire. Il était pas très bon militaire, apparemment. Mais il était pote avec d'Alembert et tout. Et donc, quand il part, il se dit, bon, je vais emmener des scientifiques. Parce que c'est un voyage scientifique, on va découvrir des trucs, tu vois. C'est plus un corsaire, c'est plus les choses comme ça, quoi. Donc, il décide d'emmener un botaniste, un cartographe et un astronome. D'accord. Donc, le botaniste, en l'occurrence, Philibert Commerson. Et le dernier qui peut leur faire des thèmes astro, un horoscope tous les jours. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la navigation, surtout la navigation de l'époque, et puis quand on sait qu'un des ordres de Bougainville, c'est trouve des îles qu'on pourra mettre notre drapeau dessus, on se rend compte que un botaniste, un cartographe et un astronome, c'est quand même vachement bien pour trouver des îles, les placer sur une carte et déterminer si elles ont un intérêt ou pas. Puisque, Effectivement. à l'époque, on est quand même encore dans le marché des épices. Oui. Tout ça. Bon, c'est scientifique, mais il faut bien que ça rapporte un petit peu, quoi. Oui, je note qu'ils n'ont pas pris de diplomate ou de choses comme ça pour négocier avec les locaux. Non, ça, ils s'en foutent. Ça, même pas d'ethnologue, tu vois, ou d'anthropologue, ça, non. Ils s'en foutent. Même pas un petit sociologue islamo-gauchiste? Non. Je comprends pas, parce que non, ils ont un chirurgien, mais c'est tout. Commerçant, ceci dit, il hésite un petit peu parce que c'est pas vraiment un aventurier, qu'il a un peu la santé fragile, que en mer, il se dit que ça va être dur de trouver des plantes. Mais en même temps, on lui promet de pouvoir visiter l'Amérique du Sud, la jungle et tout, machin. Il a entendu des récits de là-bas et il se dit, oh là là, ça va être formidable. Bon, donc du coup, il négocie un petit peu, il négocie le droit d'emporter un valet avec lui. En l'occurrence, lui, il voudrait emporter sa sa meuf, quoi. Sa meuf, Jeanne Barret. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Problème, depuis une ordonnance de Louis XIV de 1689, les femmes sont interdites dans la marine française. Officiellement, parce qu'elle risque de provoquer des dissensions au sein de l'équipage qui risquent de se battre pour pouvoir la violer. Culture du viol. Voilà. Enfin, la violer, la séduire, je veux dire. Oui.
officieusement parce que les femmes portent malheur en mer. Alors ça remonte d'il y a très loin. Pourquoi? Ou peut-être justement parce que les gens se battent. Non, alors, je suis allé regarder la superstition, c'est qu'il semblerait que les femmes déclenchent la colère des dieux de la mer, sauf si elles sont seins nus. Vraiment. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de... Bon, alors, les gars, on va se dire un truc. J'ai une idée. Non, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup, tu sais, les sculptures à la proue Oui. des bateaux, c'est souvent des femmes seins nus. Bah, c'est pour ça. D'accord. Parce que Oui. la femme habillée, elle attire la tempête, par contre, la femme seins nus, elle la repousse. Oui, bah, c'est assez repoussant, une femme. Ça. Ouais, ça doit être ça. Bref, qu'à cela ne tienne, Jeanne Barrette décide de se déguiser en homme. Donc elle se coupe les cheveux, elle se bande la poitrine, elle met un pantalon et tout ça machin. J'ai dit Oscar, hop, Et elle se présente au départ comme Jean Barré, valet personne va se de douter. commerçant. Personne va faire le rapprochement. Bah, en l'occurrence, ça passe. Ils embarquent. Je pense que tout le monde fait des clignements d'œil entendus. Bah, en fait, alors j'ai regardé un petit peu, à l'époque, il y a beaucoup de passagers clandestins, notamment parce qu'au moment du chargement des bateaux comme ça, comme il faut charger des vivres pour 2 ans, des canons, il y a plein de soldats, de mousse, tout le monde se connaît pas trop et tout, c'est assez facile de faire rentrer des gens sans que personne regarde. Et une fois qu'ils sont là, bah, ils sont là. Ouais, voilà, pour une fois que t'es en mer, bon. Pour donner le change quand même, Commerçon, qui a rédigé un testament, comme souvent quand on part sur un long voyage comme ça, dans son testament, lègue à Jeanne Barret, sa gouvernante restée à Paris, l'usufruit de son appartement, une rente, bon, des trucs comme ça. Et donc, le 1er février 1767, les deux embarquent sur l'Étoile, qui doit aller ravitailler la boudeuse de Bougainville, qui est partie 3 mois plus tôt pour cette histoire d'île Malouine, là où il fallait signer un truc, bon. Et les 2 navires, ensuite, doivent aller faire le tour du monde. Bougainville, donc, il a 2 navires, mais qui emportent 300 hommes, donc plus que Magellan qui en avait 5. Et pour te dire à quel point c'est quand même moins compliqué qu'à l'époque de Magellan, Bougainville, quand il part, il a donc déjà un cartographe et un astronome avec lui, mais il a aussi 2 lunettes astronomiques, Un GPS. une boussole, des pendules et un octant à réflexion. Ce qui lui permet d'estimer avec une précision toute relative, mais enfin Oui. d'estimer quand même, Quand même. la longitude. Ce qui n'était pas du tout possible pour Magellan, qui lui n'avait qu'une boussole. Et vaguement le soleil dans le ciel pour dire ouais, là on est au nord ou là on est au sud. Et des cartes imprécises, alors que maintenant, Oui. 2 siècles plus tard, les cartes sont quand même un petit peu mieux. Bref, le voyage commence bien, mais Commerçon souffre énormément du mal de mer et a un ulcère à la jambe. Alors un ulcère, c'est une plaie de la peau. Hein. Oui. Ce qui fait qu'il ne peut pas sortir de sa cabine. Alors il a de la chance, le capitaine lui a donné sa cabine, parce qu'il a beaucoup d'équipements. Pour botaniser, il faut beaucoup d'équipements, je suppose. Et puis, Le mec relou qui arrive avec toutes ses plantes. Oui, oui, c'est indispensable. Enfin, remarque, s'il a un bananier ou je sais pas quoi, enfin, peut-être pas un bananier, mais non, mais un citronnier qui te ouais, peut-être. qui te donne des fruits pendant le Ouais, pour trajet. éviter le scorbut, remarque. Oui, exactement. Non, mais il semblerait qu'il a beaucoup de matériel. Et puis, comme c'est... alors, il n'est pas noble, Commerçon, mais c'est quand même... c'est pas un matelot de base. À l'origine, on lui avait donné un lit dans la salle commune. Et comme il a mal de mer et qu'il vomit partout... Puis que bon, s'il est venu avec sa meuf, c'est pas non plus pour être dans Bah, la salle commune. bah, en fait, au début, Jean Barré, dort avec les autres matelots sur l'entrepont. Parce que bah, c'est censé être un Oui. valet, donc on va pas non plus... hein, bon. Sauf qu'elle aussi, elle a le mal de mer, donc elle vomit partout, donc les matelots sont pas hyper chauds. Et puis surtout, les matelots commencent... Enfin, au bout de quelques jours, ils se disent « Mais c'est bizarre, tu te rases jamais, toi. » Et puis tu as une voix quand même hyper aiguë. Donc il commence à un peu l'emmerder. Donc elle se plaint auprès de Philippe Commerçon, qui se plaint C'est bien auprès les du... femmes, ça. Ouais. Qui se plaint auprès du capitaine. Et donc le capitaine qui vient de filer sa cabine à Commerçon, lui dit bah, t'as qu'à prendre ton valet avec, là, c'est bon. De toute façon, il faut qu'il s'occupe de toi parce que tu peux rien faire, tu vomis partout. Donc au début du voyage, ils partagent la même cabine. Et Jean Barré, le valet de Philippe Oui. Commerçon, est censé s'occuper de lui. Au bout d'un moment, ça jase. Parce que 2 hommes qui vivent dans la même cabine alors qu'il y a un seul lit, parce qu'ils n'en ont pas demandé un deuxième. Oui. Les autres matelots, le chirurgien du bord et tout, ils sont là, dis donc, hein, parce qu'à l'époque, on n'est pas très très woke hein, non plus, Non. dans la marine. Donc ça jase un petit peu trop. Le capitaine vient dire à Commerçon que ça va pas le faire et qu'il faut que son valet il retourne à l'entrepont.
Du coup, nouveau soupçon, nouvelle tentative des... On oscille gentiment entre la misogynie et l'homophobie. et l'agression sexuelle, hein, parce que les matelots, ils essayent d'aller regarder ce qu'elle a dans l'entrejambe, en fait. D'accord. Ah oui. Donc on est dans la subtilité. Ah oui, là, bah, La subtilité des gens de mer. voilà, c'est ça. Donc elle se plaint à nouveau auprès du capitaine, qui dit au matelot, dis donc, attention, parce que je vais vous foutre au fer. Et pour donner le change, elle dit, non, mais en fait, c'est parce que je suis eunuque. J'ai été castré quand j'étais gosse, donc c'est pour ça, mais si, je suis bien un homme. D'ailleurs, pour le prouver, bah, elle va faire autant de travail, sinon plus, que les matelots sur le bateau. Et quand ils arrivent au Brésil, et que donc Commerson, il va botaniser, hein, donc il va dans la jungle et tout, machin, elle fait tout le boulot, parce qu'en pratique, Commerson, il est encore malade, il a mal à la jambe, il a un ulcère, il peut pas trop marcher, donc c'est elle qui fait tout, quoi. Bien. Donc ils arrivent en Amérique du Sud plusieurs mois après le départ, mais donc ils sont obligés d'y rester assez longtemps pour attendre l'été austral pour passer le détroit de Magellan. Et donc ils botanisent, ils vont découvrir 1800 espèces végétales. Là, ils sont aux anges. Enfin, Commerson, il n'en peut plus, quoi. Oui. Ils trouvent des plantes partout. Ils trouvent une liane hyper belle qu'il va nommer le bougainvillier en l'honneur de son capitaine. Bon, Oui, voilà. je me disais que ça allait venir à un moment. Ouais. Finalement, les navires de Bougainville traversent le détroit de Magellan entre décembre 67 et janvier 68. Et en février, ils atteignent la Polynésie, au milieu du Pacifique, donc qui est déjà connue plus ou moins, mais il y a quand même beaucoup d'îles en Polynésie. Alors ils en découvrent quelques-unes, surtout des atolls, où ils disent ça c'est la France. Ils ne font même pas dessus, parce qu'ils ne peuvent pas aborder. Mais ils disent ça c'est la France, puis on continue. Et finalement, ils arrivent à Tahiti, début avril. Qui est déjà français? Non, ça a été découvert par un Anglais. D'accord. Mais c'est pas encore... Les gens sont encore en train de se disputer dans un bureau entre Londres et Paris, quoi. Ouais, voilà. Mais surtout, il n'y a pas d'épices à Tahiti, donc ils s'en foutent un peu. C'est bon, il fait beau, quoi. Et puis on n'a pas encore d'armes nucléaires à essayer. Voilà, donc ça sert à rien. Toujours est-il, donc début avril, ils font escale à Tahiti. Le 6, un Tahitien nommé Aouturu monte à bord. C'est un petit peu... Enfin, Bougainville a demandé aux Tahitiens, est-ce que vous voulez pas, est-ce qu'il n'y en a pas un de vous qui voudrait venir en France et tout, vous allez voir, c'est formidable. Lui, c'est un petit peu pour montrer, enfin, c'est une bête de foire hein, qui ramène. On va le mettre dans un zoo, quoi. Plus ou moins. Donc Aouturu monte à bord et quand il aperçoit Jean Barré, tout de suite il se met à hurler Vainé, Vainé et il veut lui sauter dessus. Vainé, ça veut dire femme en tahitien. On les sépare et on trouve quand même que ce sauvage est bizarre. Le lendemain, quand Commerson et Barré débarquent pour aller botaniser sur l'île, les hommes tahitiens sur la plage, quand ils la voient, pareil, se mettent à crier Vainé, Vainé et courent vers elle. On est obligé d'envoyer les soldats pour les séparer et tout, machin, et on renvoie Jean Barré, à bord, en disant, bon, il y a un truc chelou, là, avec les sauvages. Les commentateurs, après, a posteriori, vont dire, oui, ça doit être à l'odorat qu'ils l'ont trouvé. Voilà. Ceux qui sont un petit peu moins racistes vont dire, bah non, c'est la seule qui n'a pas de barbe, donc ils sont pas complètement cons non plus. Oui, ils ont déjà vu des femmes, en vrai. Oui, en l'occurrence, ils veulent absolument, c'est pas parce qu'ils savent pas se contrôler et qu'ils veulent absolument violer la première blanche qu'ils croisent, c'est que dans la tradition tahitienne à l'époque, quand tu rencontres des voyageurs, t'échanges tes femmes pour une nuit. D'ailleurs, Bougainville, dans son journal, dit « Ah, dis donc, c'est vachement bien, le chef m'a filé sa femme et tout. J'ai pu en profiter 2-3 nuits, c'était quand même hyper cool. Bon, bah nous, on n'en a pas, donc ils étaient un petit peu sur les dents, les mecs, mais voilà. » Bref, ils repartent. Du coup, à bord, les matelots, à bord de l'Étoile, les matelots sont là, dis donc, c'est un peu bizarre, hein, Jean Barré, Jeanne Barré, là, hein. Et puis Aouturu, qui est sur l'Étoile aussi, en fait, il se rapproche vachement de Jean Barré, parce qu'il croit que c'est une Mahu, ou Mahou, alors je ne sais pas le prononcer, en l'occurrence. C'est un mot tahitien qui veut dire troisième sexe. Oui. Alors, pas vraiment transsexuel, parce qu'à l'époque, on les opère pas, hein, mais si, quand même, transgenre, on va dire. Entre deux, quoi. Ouais. Et qui est traditionnellement accepté dans la... Non-binaire. Oui, voilà. Traditionnellement accepté dans la culture tahitienne comme des gens un peu autres. Mais pourquoi pas. Et donc, il se rapproche vachement. Mais Aouturu arrête d'essayer de la violer. C'est déjà pas mal. Pas dans la bonne direction. Ça, ouais. Entends ça, Gérard Dalman. Mais donc, au sein de l'équipage, les rumeurs redoublent et les tentatives d'aller vérifier par soi-même redoublent, au point que Jeanne Barré est obligée de porter en permanence sur elle 2 pistolets chargés pour
voilà, refroidir les avances de ses camarades. Et puis, fin mai ou début juillet, parce qu'on n'est pas bien sûr en fonction de qui est-ce qui l'écrit, lors d'une escale sur une île au large de la Papouasie, des matelots finissent par tomber sur Jeanne Barret au moment où elle est en train de faire de linge, donc elle ne peut pas avoir ses pistolets sur elle, et par la dessaper pour aller vérifier. On ne sait pas plus de ce qui s'est passé, mais enfin bon, voilà. Jetons un voile pudique. Ouais, enfin tous les commentateurs jettent un voile pudique, c'est même... Enfin, ils le disent d'une façon un peu poétique, où tu es là, tu fais, ouais, c'est bon, on sait ce qu'ils sont allés faire, quoi. Bref, ça fait un scandale. Bougainville est obligé de convoquer Jeanne Barret sur la boudeuse et de la confronter. Et elle avoue à Bougainville, oui, je suis une femme, mais bon, c'était pour aider commerçons, tout ça, tout ça. Et comme ils ont déjà fait plus de la moitié du monde, que ça fait plus d'un an, en fait, qu'elle se fait passer pour un homme, Bougainville dit, ouais, bah dis donc, pas mal. Bon, bah vas-y, reste, hein, maintenant que t'es là, on va pas te laisser... Bon, en revanche, pour cette chemise, et pour cette histoire de porter malheur. Alors maintenant, t'es passagère, par contre. T'as plus le droit de bosser. Bref, le voyage reprend. Et après avoir ravitaillé aux Moluques et à Batavia, les navires arrivent à l'île de France, donc l'île Maurice, le 8 novembre 1768. Là, Pierre Poivre, dont on a déjà parlé, qui vient d'arriver comme intendant, demande à Commerson s'il peut pas rester sur l'île Maurice. Parce qu'entre botanistes, ils se reniflent et tout, puis ils font « Oh là là, attends, on va s'amuser comme des petits fous, ça va être formidable !» J'ai eu peur à un moment. Je me suis dit, Pierre Poivre demande s'il peut pas prendre le bateau avec eux. Et là, ça s'arrête. Mauvaise idée. Et là, il coule. Bon. Non, donc Commerson demande à Bougainville s'il peut rester sur l'île Maurice. Bougainville lui dit très bien. Par contre, tu prends ton valet avec toi parce que moi, j'ai pas envie d'expliquer quand je rentre en France pourquoi j'ai une femme sur mon bateau alors que j'étais pas censé en avoir. Donc tout le monde est content. Bougainville rentre en France. Il va y arriver en mars 1769 et le couple s'installe sur l'île de France. Là, c'est le couple. Alors on ne sait pas en fait. En vrai, on ne sait pas. Parce qu'elle, elle n'a pas laissé de mémoire, de journal ou quoi que ce soit. Et lui, dans ses lettres, il le dit jamais. En tout cas, les deux s'installent sur l'île de France. Ils commencent à mettre de l'ordre un petit peu dans leur collection. Donc là, ils travaillent ensemble. Et Commerson va nommer une des plantes qu'ils ont trouvées, en l'honneur de Jeanne Barret. Il écrit une lettre à un de ses amis en disant « Oh là là, elle m'a tellement aidé et tout, c'est formidable. » Et puis dans sa lettre, il dit « D'ailleurs, elle m'a suivi sans même que je le sache sur le bateau. Elle a bluffé tout le monde et tout. » Même moi. Mec. Même moi, j'ai pas fait le rapprochement. Jean Barret qui aurait pu se douter. Ouais, je veux dire. Puis surtout, ça fait seulement 2 ans que je la connais, que je lui ai fait un gosse. Et on a partagé la même cabine. Je pouvais pas savoir. Voyons. J'étais bourré. On peut penser qu'il est peut-être un peu lâche, Commerson. Et puis en 1770, Commerson part à Madagascar pour botaniser. Et a priori, Barret vient pas. Parce qu'elle a obtenu un terrain déjà sur l'île Maurice, sur lequel elle fait construire un cabaret. C'est cette même année qu'ils apprennent la mort de leur enfant qui est resté à Paris. Qu'on avait complètement oublié. Un petit peu. Enfin, elle, peut-être pas. Et donc, est-ce que c'est le fait qu'il soit parti sans elle à Madagascar? Est-ce que c'est la mort de l'enfant? Est-ce que c'est elle qui en a eu marre que non, mais je savais pas et tout? Et puis, enfin, elle a le droit à une plante. Hein. Lui, il en a plein. Des plantes nommées à son nom, alors que c'est elle qui a fait tout le boulot. Toujours est-il, il se brouille. Elle, donc, monte un cabaret. Quand il rentre de Madagascar 2 ans plus tard, Commerson sur l'île Maurice. Et puis il y a toujours le Tahitien dans le lot ou... Non, le Tahitien, il est rentré. Il est rentré. Là, il est allé avec Bougainville à Paris. En revanche, Jeanne Barret, un peu plus tard, elle va se marier avec un autre mec. On ne sait pas trop quand est-ce que ça a commencé leur relation, mais ça se trouve, ça a commencé à ce moment-là. Bon, toujours est-il, en 72, quand Commerson y rentre de Madagascar sur l'île Maurice, il va débaptiser la plante qu'il a nommée en l'honneur de Jeanne Barret. Et genre, j'ai vu le papier, enfin, ses papiers et tout, c'est pas juste, il raye, tu vois, il barre dans tous les sens et tout. Il est ultra vénère. Et en mars 1773, il va mourir de maladie. Et en fait, la veille de sa mort, il se sent partir et il veut changer son testament, mais il n'a pas le temps, puisqu'il meurt le lendemain. Oui. Elle reste sur l'île, se marie donc avec un officier de marine française qui était basé là. Ils tiennent encore un petit peu le cabaret, et puis finalement, en 1774, ils vendent tous leurs biens et ils rentrent en France en bateau, ce qui fait qu'elle a fini son tour du monde. Oui. Alors elle rentre en bateau cette fois-ci comme passagère, parce qu'on a le droit. Passagère, ça va. Passagère, on a le droit. Mais tu es responsable de ce qui t'arrive. Bon, en l'occurrence, elle rentre avec son mari qui est militaire, donc oui. je suppose que ça aide un petit peu, mais bon. Quand elle arrive en France,
Bah, elle fait valoir ses droits à l'héritage de commerçant, puisque le testament tant n'a qu'à pas faire. été changé. Donc elle récupère une petite fortune. Et elle demande, alors sur les conseils de, je sais plus trop qui, mais enfin sur les conseils de quelqu'un, elle demande une rente à Louis XVI qui lui accorde en 1776 en récompense de son travail comme botaniste et de son exploit pour être la première femme à avoir fait le tour du monde. Et puis ils vont s'installer en Dordogne avec son mari où elle va mourir en 1807. Bon, très bien. Elle a fait le tour du monde, c'est la Oui. première femme. Après Bougainville, bon, bah, il n'y a plus grand-chose à découvrir. Donc, en fait, faire le tour du monde, bah, ça sert pas à grand-chose. En 1816, tu as un Français qui le fait sur un navire privé. C'est plus ou moins la première fois que c'est un navire complètement privé. Après, fin 19e, Joshua Slocum est le premier à faire le tour du monde en solitaire, entre 1895 et 1898. Parce que, bah, comme il n'y a plus rien à découvrir, c'est soit des exploits, soit des pour montrer les muscles militairement, comme Theodore Roosevelt avec Oui. sa flotte blanche. Mais du coup, par exemple, à l'époque, comment tu prouves que tu as fait le tour du monde en solitaire? Ah, c'est pas solitaire sans escale. Tu fais tamponner ton passeport quand même? Ouais, je Ou suppose. tu te barres pendant 3 ans et tu reviens. Voilà. Ouais. Papalap, j'ai fait le tour du monde, je sais pas. Je sais pas comment tu le prouves, effectivement. Donc, soit militaire, comme la Grande Flotte Blanche, après il y a des mecs qui vont faire les tours du monde en sous-marin militaire et tout, bon, ok. Soit donc des exploits sportifs qui sont destinés à établir des records. Par exemple, entre 1923 et 1925, le record, c'est 280 jours en équipe. D'accord. En 1968, première course en solitaire, pas juste un mec qui part tout seul et puis qui rentre en disant si, j'ai fait le tour du monde. je... Je vous jure. je vous jure. Donc, première course en solitaire, 312 jours. Aujourd'hui, les records, pour dire, hein, en équipe, 2017, Francis Joyon, 40 jours. Oui. Là où les autres, ils mettaient 2 ans, 3 ans à l'époque. En solitaire, 2017, François Gabard, 42 jours. Tranquille. Et pour revenir aux femmes. On n'avait pas parlé de. Il n'y a pas Nelly Bly? Ah oui, mais elle n'a pas fait en bateau pour le coup. Oui, c'est vrai. Elle a Elle a pris- fait en avion, c'est un peu moins. non, elle a pris des bateaux, mais elle a pris des trains et tout. C'est différent. Là, on parle de tour du monde en bateau, quoi. Oui. Parce qu'après, à partir du moment où il y a des avions, le premier tour du monde en avion, c'est hyper tôt. Hein. Bah, qu'est-ce qu'elle, mais. Oui. Ouais, les femmes. En course, il faut attendre 1991 pour qu'Isabelle Autissier soit la première femme à faire le tour du monde en course et en solitaire. Et 1996 pour qu'une femme fasse le Vendée Globe, Catherine Chabot. Et quant au droit des femmes à naviguer, l'ordonnance de 1689, là, en fait, à partir de la fin du 18e, on l'oublie. Déjà parce que c'est relou. Il faut emmener Oui. des femmes pour la colonisation, tout ça. On l'oublie sur la marine marchande. Par contre, sur la marine militaire, avant d'avoir des femmes qui sont autorisées à être autres que des passagers, il faut attendre 1983 Ah oui, quand même. pour qu'il y ait des femmes qui soient embarquées, des femmes militaires, mais embarquées comme fusillées, tu vois, un truc comme ça. Mhm. Et 1993 pour qu'elles aient le droit de faire partie de l'équipage régulier. Et dans les sous-marins français, il faut attendre 2014. Ah oui. Parce qu'avant, même excuse que 4 siècles auparavant. Hein. Non, mais les matelots, vous vous rendez compte, s'il y a Les une hommes, femme, ça sait pas se. ils vont pas pouvoir se retenir, ils vont la violer, ça va être un problème et tout. Les hommes, machin. ça sait pas se retenir, donc c'est les femmes qui trinquent. Voilà, c'est ça. Assez classique, en fait, Bah, écoute, c'est des militaires, hein, peut-être que qui réagissent différemment. ça doit être ça. Alors, moi, je vais te parler de quelqu'un d'autre, donc de Guillaume de Rubrouck, en l'occurrence. Comme j'ai dit la dernière fois, ma mère écoute la confiture maintenant, donc maintenant, c'est elle qui choisit les sujets. Hein. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire, c'est grâce à Florence que j'ai appris Oui. une Une de nos auditrices. Si vous voulez en apprendre plus, si vous avez des histoires intéressantes à nous envoyer, n'hésitez pas. Nous, ça nous fait toujours plaisir de découvrir plein de choses. Mhm. Et là, on va parler d'un mec qui veut marquer l'histoire. D'accord. Il y en a beaucoup comme ça. Ah oui. Si tu veux marquer l'histoire et que t'es un moine, T'inventes une bière. oh, c'est ce que j'allais dire. Si t'es un moine dans le Nord, tu peux inventer une bière ou un fromage. Bon, mais sinon, moi, je vois que 2 solutions, en fait. Soit tu vas développer une pensée religieuse, Mhm. créer une philosophie, un nouvel ordre, en fait. Tu vois, François d'Assise, ce genre de personnes-là. Mhm. Soit tu vas repousser les frontières géographiques en allant évangéliser des peuples barbares. Ah oui, oui aussi. Voilà. Donc, notre Guillaume de Rubrouck, lui, il va plutôt choisir la position du missionnaire. Alors, les débuts de sa vie, j'avoue, sont assez flous. C'est quand? Dans les années 10 ou 20, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il est né.
1910? Non, 1210. Oui, à l'époque, bon. Donc je vais pas te faire un historique sur 5 générations. Ouais, je comprends. Donc on sait pas trop s'il est né dans les années 10 ou 20. On sait que c'était dans la charmante commune de Rubruck. D'où son nom. D'où son nom. Rubruck, tu vois, hein, c'est du côté de Wormhout, à côté de Volkerinkov. Ouais, dans la banlieue de... 30 km au sud de Dunkerque. Ouais, Enfin, d'accord. pas au nord. De toute façon. 30 km au nord de Dunkerque, c'est en la mer. Angleterre. Ah ouais. Effectivement. Donc, là aussi, Rubruck, je t'avoue que bon, c'est une bourgade qui aujourd'hui compte 936 habitants. Ah oui, une mégapole, quoi. Et elle brille pas trop par sa chronique médiévale. Ouais. Donc, ce que j'ai trouvé quand même, c'est qu'au moment où on s'y intéresse, nous, donc 1210, 1220, il y a des embrouilles avec les voisins à propos de qui doit payer la dîme à qui. On sait pas trop bien à qui appartient le monastère de Rubruck. Enfin, il y a des petites Ah oui, engueulades du fisc. D'accord, mais il y a un monastère quand même. Oui, bah il est. Il est moine, oui, non, mais il aurait pu être moine ailleurs non. qu'à Rubruck. Bon, c'est là que naît Guillaume. Autant dire qu'on va pas rester trop focalisé sur Rubruck. Ah, on va essayer d'ouvrir les horizons. Ça va devenir un peu contraignant sinon. Et ça tombe bien parce que notre moine franciscain, donc c'est un franciscain de 2e génération. C'est-à-dire C'est-à-dire son père que était franciscain. on n'est pas peu, on est moine de père en fils. Non, c'est-à-dire que en fait, on est à 2 générations de Saint François d'Assise. Ah ouais, d'accord, donc c'est un early adopter, quoi. Ouais, mais lui, il l'a pas connu. Ah. En fait, on commence à arriver aux gens qui n'ont pas connu François d'Assise qui rentrent dans l'ordre. Les franciscains, c'est les pauvres, hein. C'est les pauvres, oui. Ouais. Et lui, il a de l'ambition. Beaucoup d'ambition, et il veut partir. Et à cette époque-là, quand tu veux partir pour ramener un nouveau troupeau égaré comme un bon berger de Dieu, lui, il va pas choisir les plus dociles des moutons. Toi, si t'étais au XIIIe siècle, un moine, et que tu dis « je veux du challenge, je veux aller évangéliser, et je veux mettre du haut level dans la conversion », qu'est-ce que tu choisirais ? Les Mongols. Eh ben, exactement. Pas comme quoi. Il va aller évangéliser les Mongols. Alors, Qui sont en pleine conquête. Ah non, juste avant la conquête. Ils vont s'arrêter en 1250, à peu près, on va en reparler. Bon, je dois dire que dans la confiture, on n'a pas une grande cohérence éditoriale. Donc, au niveau de l'agencement de nos épisodes, là, je vous jure que je savais pas que quand ma mère m'a dit « tu feras Guillaume de Rubruck, sinon je te déshérite », je me suis pas dit « tiens, on va encore parler des Mongols ». Je ne savais pas. Mais donc, vous avez pu avoir des épisodes sur Babour, sur Tamerlan, qui vous spoilent un peu la réussite de son entreprise. Ouais, effectivement. Ce qui est assez dingue, enfin, c'est dingue, mais peut-être pas finalement tant que ça, c'est qu'en fait, c'est pas le premier à se dire je vais aller évangéliser les Mongols. Non, mais ils ont confiance en eux, Les religieux, Ouais. c'est ça, quand t'as Dieu avec toi. Bah bon. ouais, tu t'en fous. Tu peux marcher la vallée de Shadows, tout ça, quoi. Les Mongols, donc, ils ont pris Moscou en 1238, Kiev en 1240. Là, entre 1240 et 1250, ils ont envahi la Pologne, ils menacent Vienne. Oui, ils sont chauds, quoi. Ils ont presque atteint la mer Adriatique. Enfin bref, on est en plein dans ce que les chrétiens appellent le fléau de Dieu. Voilà. Envoyé pour les punir de leurs péchés. Voilà. Cela dit, du coup, il a moins voyagé pour rencontrer des Mongols. Oui, effectivement. Mais coup de bol, enfin pour les Européens, Ögedei, le fils de Gengis Khan et second Khan suprême, dans l'ordre généalogique, il vient de mourir. Donc les Mongols, à ce moment-là, ils se disent bon, on va arrêter de se battre parce que là, il y a un truc important, il faut qu'on choisisse notre chef. Donc il faut qu'ils se battent. donc ils vont rentrer un peu sur leurs terres ancestrales pour régler 2-3 conflits de succession. Côté chrétien, on se dit, c'est peut-être le bon moment pour négocier. Il y a des alliances qui peuvent se faire. Bon, on peut peut-être faire ami-ami. C'est peut-être mieux de s'allier plutôt que de se faire défoncer quand ils ont envie de déferler, quoi. Comme tout le reste du monde. Exactement. Donc, le pape Innocent IV va prendre les devants et il va envoyer 2 moines à la rencontre de Goyuk, qui est le fils et petit-fils d'eux, qui est devenu chef. Alors, comme il dit lui-même, il dit pas chef, il dit Khan océanique du peuple des grands Mongols. Cool. Non, ils ont les noms sont plutôt cool chez les Mongols. La Horde d'Or et tout, machin. Bon, le pape est diplomate, Il lui envoie une lettre en disant il faut que tu changes ton comportement, tuer c'est mal, sinon tu vas finir en enfer, tout ça. Le Khan, bon, il se retient de juste renvoyer lol ok boomer.
Mais il va quand même lui renvoyer une lettre plutôt polie où il lui dit « Écoute, si tu veux, j'accepte de te reconnaître comme mon vassal. » Lui aussi, il a confiance en lui. Tranquille, quoi. Voilà, on est à un moment où la diplomatie est un peu à un point mort. Mais il n'y a pas forcément d'animosité. Ouais. Donc, ce qu'on va se dire à un moment, c'est qu'on va commencer à envisager, puisqu'il y a quand même quelques contacts, une action commune autour de la Terre Sainte. Ah Je me disais aussi, à un moment donné où... Ah bah oui, on est au moment des croisades, hein. Voilà. Là on est au temps de Saint-Louis. Ah, ouais, ouais. Donc on se dit, ce serait peut-être pratique d'avoir une armée de Mongols au moment où on va faire des croisades. Parce qu'ils ont l'air hyper efficaces pour Ça a buter l'air- des musulmans. Ça a l'air cool. Donc on va leur envoyer des bouts de la vraie croix. Ah, sympa. On va se faire des politesses. En termes de cavaliers sur le champ de bataille, je te cache pas que ça avance pas beaucoup. Et c'est là qu'intervient notre bon Guillaume. Alors lui, il a un petit atout dans cette histoire, c'est qu'il part pas de zéro, hein, il part pas des Flandres même. Mhm. À ce moment-là, au moment où il va décider de partir, il a déjà des potes bien placés. Enfin, un pote bien placé, Saint-Louis. Ah, il a rencontré le roi, quand même, carrément. Ah, il accompagne le roi à Chypre, en Égypte, et en l'occurrence, après sa captivité, il retrouve le roi en Terre Sainte, La captivité de Saint-Louis. de Saint-Louis. Et Saint-Louis se dit que des Mongols qui sont ralliés à la chrétienté, c'est cool. Bon, il se dit que des Mongols qui sont ralliés à lui, c'est encore mieux, Ouais. en l'occurrence. Donc, quand Guillaume lui dit « Bon, boss, je vais aller évangéliser les Mongols », il dit « T'es sûr ? Ok, mais au cas où tu réussis, écoute, je te donne quelques papiers diplomatiques, comme ça, bon, un peu d'argent, et au cas où, on n'est pas à l'abri que ça fonctionne. » On sait jamais avec ces moines. Là encore, spoiler alerte. Ça a pas... Bah. Non, le fait est qu'on a déjà vu la suite. On a déjà vu la suite, donc bon. Alors, un voyage comme ça se prépare comment ? Parce que tu parlais des histoires de cartes et d'outils, d'instruments, de GPS, tout ça pour Magellan. Alors, imagine en 1200. Ouais, en 1200, ils doivent pas avoir grand-chose. Mais non, t'as pas de carte en fait. Enfin, t'as des petits bouts de cartes par-ci par-là, mais la seule en fait façon de préparer ton voyage, c'est d'essayer de parler aux gens, quoi. C'est au jugé, ils appellent ça. C'est- Non, c'est- à l'estime, ça s'appelle en navigation. Alors lui, il va pas naviguer, hein, puisqu'il part de la Terre Sainte Oui. pour aller... Enfin, il va naviguer un tout petit bout, mais il va principalement le faire à pied. Mais donc, il va parler aux envoyés du pape, qui sont déjà allés voir les Mongols, et donc il se dit, bon bah, ok, j'y vais. Ça a l'air d'être au nord. Ça a l'air- bon. Ça a l'air, ouais, voilà, globalement au nord-est, Voilà. quand tu pars de la Terre Sainte. Alors, il va pas partir tout seul, ils vont partir à 5. Mhm. Hein, donc il va emmener un autre franciscain qui s'appelle Barthélemy de Crémone. Alors j'ai lu partout qu'il était malingre. Voilà. Apparemment c'est tout ce que l'histoire a retenu de lui. T'es malin. Ce qui en fait un bon candidat pour traverser la moitié Voilà. du monde à pied. Il part avec un clerc aussi. Parce que bon, c'est un moine quand même. Mhm. Bon, je suppose que ça lui permet aussi, s'ils sont blessés ou quoi, de régénérer des points de vie. Ouais, ça doit être ça. Un esclave qu'il a acheté à Constantinople grâce à l'argent de Saint-Louis. Parce que bon, quand il y a des trucs lourds, à un moment... Ouais, on va pas porter nous-mêmes non plus. En plus, Et- l'autre, il est malin. Donc... Ouais, c'est ça. Et finalement, ils partent aussi avec un truchement qui s'appelle Abdallah. C'est un truchement. Un truchement, c'est en gros le nom rigolo d'un interprète. Ah, qui doit donc du coup aussi être esclave. Je sais pas s'il est esclave, je pense pas. Je pense pas qu'il soit esclave. En tout cas, 7 mai 1253, c'est l'heure du départ. À 5, ils sont chauds. À 5, on est chaud, on part de Constantinople, on prend le bateau et on va à Yalta. Enfin, Ok. c'est pas le nom de l'époque, mais bon, bref. Donc on est en Crimée, et c'est là qu'on va commencer le véritable périple. Mhm. Hein, à cheval, mais on est à cheval, mais on a mis les affaires parce qu'on a un esclave, ok. Mais on a quand même mis les affaires dans un char à bœufs. Ah, ils sont cool avec l'esclave. Ouais, ils se disent, on a peut-être un peu de chemin à faire. Donc... C'est-à-dire qu'ils ont de l'oseille quand même, s'ils ont des chevaux et un char à bœufs. Ouais, mais ils sont envoyés par Saint-Louis quand même. Ouais, ça- j'avoue. À un moment, le roi de France a un petit peu de tout sur son compte en banque. Donc 3 jours plus tard, premier contact, une tribu de Tartares. Mhm. C'est un peu le choc. Hein. je te cache pas que c'est un peu le choc. Parce qu'il a beau avoir un peu voyagé avec Saint-Louis, Guillaume, c'est quand même un bon produit de sa culture. Mhm. Tu vois, le clocher qui est au centre du village, on est au moment où on est en train de construire les cathédrales. On est en train, par exemple, de construire celle de Strasbourg. Ça fait 30-40 ans que ça a commencé, en 1253.
tu vois, des grands mastodontes de pierre. Et en fait, il arrive dans un monde où tout bouge. Ah oui, c'est tous des nomades. C'est tous des nomades. Et il l'écrit lui-même, il me semble entrer dans un autre monde. Ouais, ça l'a dit, c'est vrai que... Voilà, il est complètement déboussolé. Heureusement, il a pas de boussole. il n'a pas de boussole, donc finalement, c'est pas si grave que ça. Mais heureusement, il a un autre outil qui lui est très précieux, c'est son missel. Donc le missel, c'est son livre de messe, qui non seulement lui permet d'entretenir sa foi, Bien sûr. mais qui lui permet aussi de garder un peu trace de quel jour on est. Ouais, oui, effectivement. C'est un bon moyen de marquer les dates, quoi. Donc ça lui permet de marquer les dates, donc les dates, les jours, pas la nourriture, parce que en termes de nourriture, là aussi, il va falloir s'adapter un petit peu. Oui. Il va découvrir notamment le kumis, ou aerag en mongol. Donc ça, c'est du lait de jument fermenté, qui est un peu la base des beuveries locales. Ça doit être cool. Enfin... Bon, bon an, mal an, comme disent les jeunes, il va arriver à sa première destination, qui est un camp entre Don et Volga. Ouais. Et qui est le camp de Sartach. Donc là, on est le 1er août. Il est parti début mai. Oh, ça va. Globalement, il avance bien. Ouais, ils ont bruit. Et là, il s'apprête à rencontrer le fils de Batou. Alors, qui est Batou? Oui, Donc, Batou, c'est le premier khan de la Horde d'Or. Ah, ils ont commencé les histoires de... Donc, Oui. le fils de Godai, il a pas réussi à être grand khan, quoi. Si, il y a quand même un grand khan. Ouais. Si. Batou, il est le khan de la Horde d'Or. Il pèse. Oui. Il pèse bien dans le game, mais c'est pas le chef suprême. Mm. Mais notre moine va quand même faire les choses en grand. Il va mettre une belle chasuble, il va arriver avec une bible sur un beau coussin devant le chef de guerre. Chef de guerre nomade qui le regarde de façon un peu étrange. Il a pas l'air trop dans le trip religion. Non, les Mongols sont pas trop dans... Ils sont pas trop dans le trip religion en général. Son truchement non plus, et pas trop dans le trip religion, il préfère boire avec le chef nomade, et il traduit pas trop tous les trucs religieux. Son truchement, le truchement du moine. Oui. Logique. Donc ils boivent, mais finalement on est quand même un peu sympa avec lui, et le fils va le renvoyer vers le fameux Batou, et sa horde d'or. Ah ouais, donc il va rencontrer le grand chef, enfin le grand chef du coin, quoi. Et il va rencontrer le grand chef du coin. Bon, le voyage n'est pas de tout repos. En fait, on le trimballe un peu d'autorité locale en autorité locale. Et en plus, les Mongols, ils sont pas forcément très très amicaux de base. Et ils voient arriver un mec avec une grosse carriole. Et donc, souvent, ils viennent voir. Et ils disent, oh, ça a l'air sympa ce que t'as dans ta carriole. Donc, tes cadeaux pour nous. Alors, c'est la diplomatie, c'est normal. Oui, bien sûr. Les bonnes manières, quoi. Et puis, je suppose que c'est comme avec Tamerlan, ils doivent pas être payés en plus. Ouais, c'est ça. Bon, alors, Guillaume, lui, est parti avec de l'argent. Mm-hmm. Sauf que l'argent, les Mongols, ils s'en foutent. Enfin, des pièces d'argent avec la tête du roi de France dessus, ça ne leur sert à rien. Mm-hmm. Donc, ils se retrouvent avec beaucoup d'argent, mais quasiment à mourir de faim. Mais ils imaginent même pas le refondre, l'argent, pour frapper d'autres pièces? Apparemment, je pense que les forges, c'est pas très pratique quand t'es nomade. Le fait est. Oui, effectivement. Bon, ils manquent de mourir de faim plusieurs fois, mais ils arrivent quand même chez Batou. Mm-hmm. Bon, le mec, il est pas khan océanique, mais il a quand même conquis la Sibérie et la Russie à la tête de 150 000 guerriers. Ouais, voilà, puis le khan de la Horde d'Or, quoi. Ouais. Il règne sur 8 millions de personnes à l'époque. Tranquille. C'est la moitié de la France, mais... En termes de territoire, c'est 4 fois la France. Voilà. Donc, le khan va les recevoir, entouré de fonctionnaires, et Guillaume va aller le voir et tenter de lui expliquer qu'il ferait mieux de se convertir s'il veut pas brûler dans les flammes de l'enfer. Voilà. Ça va pas marcher des masses, là encore peut-être à cause du traducteur, qui en a un peu rien à foutre. Qui est toujours bourré. Ou peut-être à cause de la philosophie générale et de la neutralité en fait, des Mongols vis-à-vis des religions. Bref, échec. C'est à peu près ce moment-là où il se rend compte que ça va tendu quand même. Ça va pas être facile et qu'il va en fait arrêter d'essayer de convertir tous les gens à qui il parle. Ouais, on a marre qu'on se foute de sa gueule. Ouais, voilà, il se dit bon, je vais aller essayer de rencontrer le grand khan, on va discuter, mais c'est pas gagné. Batou, il est quand même magnanime, ça l'a bien fait marrer cette histoire, donc il leur offre du lait dans une corne ornée de pierres précieuses, ce qui est apparemment un grand honneur dans la Horde d'Or, et il leur explique que de toute façon, lui, c'est qu'un employé,
Donc il faut aller voir le patron, et le patron, il est à 3000 bornes d'ici. En Asie. Exactement. Étrangement, le trajet se fait assez vite. Ils vont quelquefois à plus de 100 km par jour. Oh la vache. C'est Ils sont dingue. à cheval? Ils Bah sont oui, oui, à ils peuvent cheval, pas mais faire avec 100 kilomètres leur à bœuf. pied. Ouais. Bah c'est plat. En fait, il y a plein d'endroits où c'est assez plat. Donc... Ouais, mais il y a des moments où ils doivent traverser l'Oural. Enfin, Ouais. il y a des endroits où ça monte un peu. Ils vont finir par arriver à la cour itinérante de Monk Kai, Monk. Enfin, il y a plein de noms, plein de Ouais, prononciations différentes. Qui est le petit-fils de Gengis Khan, mais d'une autre branche que celle de Godai. Mais le nouveau Grand Khan. C'est le nouveau Grand Khan. Guillaume a priori une vue positive de lui parce qu'il aurait tenté de sauver des richesses byzantines de certains pillages. Donc il se dit qu'il sera forcément ouvert à la cause de Jésus-Christ, notre sauveur. Bien sûr. Donc la première soirée, d'ailleurs, bon, on va pas se mentir. Il paraîtrait que le Khan les a reçus au palais d'une de ses filles, donc toujours des palais itinérants, hein, qui a surtout picolé avec l'interprète. L'interprète, il a bien gagné son truc. Ouais, lui, il picole avec les mecs les plus importants du monde. Là encore, il est sympa et il leur dit, bon, on va faire les choses bien, venez à ma capitale, qui est à 10 jours de marche d'ici. Donc il se retrouve dans la capitale, qui est Karakorum. En Mongolie. En Mongolie, voilà. Le choc des cultures, là aussi, ça doit être... Alors, effectivement, petit choc des cultures, c'est une capitale, mais c'est une capitale depuis pas très longtemps, Karakorum. En fait, à la base, Karakorum, c'est plus une sorte de camp de base qu'une vraie ville, une vraie capitale, puisque le centre politique se déplace avec le Grand Khan, et ça fait pas très longtemps qu'on s'est dit, tiens, on va avoir un endroit avec un vrai palais. On a quand même beaucoup pillé, il faudrait qu'on mette tout ce truc-là. Ouais, et puis il il faut qu'on ait un endroit pour laisser les femmes et les gosses, quoi. Bah, ils peuvent voyager aussi. À un moment, on trouve ça moins efficace, donc on les laisse là. Mais quand Guillaume y arrive, on a quand même fait un mur de briques. Pas mal. Bon, lui, il n'est pas hyper impressionné par la ville. Et il dit que la ville ne vaut pas le bourg de Saint-Denis. Ah ouais. Donc 93 en force. Ouais, non mais d'accord. Super, machin, Guillaume. Là. Ouais. On va accorder le palais du Khan est un peu plus grand que le reste des bâtisses. C'est en fait une yourte impériale. Et là où le Khan trône, au milieu de ses sujets, un peu comme un demi-dieu, il est en haut de 2 escaliers. Il fait ça quand il y est, hein, parce que c'est 2 fois par an. Ouais. Le reste du temps, il est en train de piller et de conquérir. Quand il est à Karakorum, Guillaume va décrire ça plutôt comme une ambiance de beuverie. Bon, il est peut-être pas complètement honnête, parce que c'est surtout des conflits politiques entre les chefs qu'il faut régler. Ouais. Et pour ça, les beuveries, ça aide. Ouais, comme ça, ils se battent, et puis bon. Oui, alors, si la ville brille pas par son architecture, en revanche, elle a des hôtes de marque à rencontrer. Il y a plein de PNJ, c'est hyper cool. Parce que, vu l'importance du Khan, ouais, tout le monde vient lui lâcher les... Tout le monde vient et on va y croiser des ambassadeurs de plein de pays différents, évidemment, mais aussi des captifs qu'il a ramenés de ces différentes conquêtes. Alors, les 2 plus grands quartiers de la ville, c'est le quartier chinois et le quartier sarrasin. C'est des quartiers qui sont importants parce que, en fait, c'est eux qui permettent de faire venir la nourriture. Parce que Karakorum, c'est un camp de base, hein, donc il y a un peu d'agriculture autour, forcément, au bout d'un moment, mais le gros est importé. On importe tellement, en fait, qu'on y vit très très bien. Il y a une très belle qualité de vie à Karakorum. Donc c'est un petit endroit très agréable. On va trouver, par exemple, des francs. Donc la Dame Pacha, qui est originaire de Metz, qui est au service de Cyrina, qui est une des princesses impériales. On va trouver aussi un orfèvre parisien, du nom de Guillaume Boucher, qui s'est fait choper à Constantinople, je crois, en Turquie, et qui est lui en train de travailler sur un arbre fontaine pour servir le pinard. Non, le lait de jument fermenté. Mais on va trouver aussi un Anglais, on va trouver des Russes, on va trouver des Hongrois, des gens qu'on a ramenés un peu. Et là, notre moine, il se dit quoi? Mais Saint-Louis, je pensais qu'il avait une idée incroyable. Tout le monde a eu la même idée que lui. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas que des fonctionnaires, il y a aussi des religieux. Donc il y a une certaine neutralité religieuse, puisque le Khan, lui, justement, il essaye de faire en sorte que tout le monde soit là. Oui, puis lui, il s'en fout. Donc Guillaume, qui est arrivé à Karakorum, et qui d'ailleurs, pour respecter ses vœux,
maintenant qu'il est plus en voyage, qu'il est arrivé à destination, il recommence à vivre pieds nus. Donc les gens le regardent un peu bizarrement, mais ça lui fait un peu gagner de l'estime. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est les franciscains, c'est leur truc. Mais donc notre va-nu-pied va découvrir une nouvelle religion, le bouddhisme, Ah oui, exact. que lui ne connaît pas du tout. Et en Occident, on ne connaît pas du tout le bouddhisme. Et en fait, quand il rentre dans un temple et il décrira ça comme presque une église. Il voit des gens avec des ailes, des trucs comme ça. Il fait oh, Ça doit être c'est leur cool. église locale. Bon. En tout cas, au début, il trouve suffisamment de points communs avec le christianisme pour bien les aimer. Bon, il va voir qu'il y a d'autres religieux qui sont autour du Khan. Il y a des chamans, il y a des devins, bien sûr, il y a des savants musulmans aussi. Ce qui va faire un peu chier notre ami Guillaume, c'est qu'il y a aussi une communauté chrétienne. En l'occurrence, des nestoriens. Ah ouais. Et alors, c'est pas les mêmes. Non, alors, Ils- pour faire un petit peu la différence entre des nestoriens et des catholiques, c'est une question bête d'unification hypostatique. C'est-à-dire qu'ils sont un peu d'accord sur la double hypostase de Jésus, donc que Jésus est à la fois Dieu et homme, mais pour les catholiques, Jésus est Dieu fait homme, et pour les nestoriens, Jésus est Dieu et homme. Ah oui, c'est genre juste une histoire d'un mot. Je crois que j'avais lu un truc là-dessus et tout, où limite ça vient d'un mec qui a mal recopié, quoi. Bah, ça vient de Nestorius, qui était un évêque byzantin, je crois. Un évêque de Constantinople. Enfin, voilà. Et c'est une communauté qui n'existe quasiment pas en Occident. Oui, ils sont au Moyen-Orient, non? Les Ouais, Nestoriens. mais en fait, à cette époque-là, on les retrouve quasiment que chez le Khan. Ok. Les Nestoriens, ils sont pas complètement dans les canons de ce que Guillaume considère comme des bons religieux. Hein. Il les considère comme des débauchés, des polygames, qui s'adonnent trop aux beuveries. En plus, Mais lui, il picole pas du tout? bon, il vient du Nord, j'imagine. Si, et puis il boit du lait de jument fermenté. Ouais. Mais j'imagine qu'il connaît modération. Bien sûr. Euh, Il l'a emmené en Mongolie, c'est pour ça qu'il y en a plus dans le Nord. Exactement. En plus, ils ont une coutume qui est en fait les garçons à la naissance, ils sont quasiment tous ordonnés prêtres. Ah ouais, Ouais, comme ça. cash. Mais du Cash. coup, ils ont le droit de se marier quand même, parce que sinon... Oui. Ouais. Mais du coup, en fait, ils sont tous prêtres. Tous les gens de la communauté sont prêtres. Et en plus, ils occupent des postes relatifs. Alors, pas des postes de décision, mais au sein du fonctionnement mongol, ils occupent beaucoup de postes de traducteurs et de précepteurs pour la noblesse. Pour la noblesse mongole? Oui. Pour les jeunes enfants des nobles mongols, il les éduque. Ok. Guillaume, il a un peu les boules parce qu'il se dit être le premier chrétien à convertir les Khans, en fait. Ouais, ça va être compliqué, quoi. Il croyait marquer l'histoire. Oui, en fait, il arrive, il est vraiment le dernier arrivé. Et donc, il est tout en bas de l'échelle spirituelle, si tu veux, quand on va parler, il va y avoir les bouddhistes, et puis à la fin, et le toi va-nu-pied, là, pourquoi? Je vois bien le Khan qui là, il écoute tous les autres et tout, il fait c'est qui le clodo là? Non, mais c'est un catholique. Ah bon? Alors non, il va l'installer chez un prêtre arménien, le Khan, donc qui s'appelle Sergius. Alors Sergius, il se dit prêtre. Apparemment, il était tailleur avant d'arriver chez le Khan. Mais bon, il s'est dit prêtre. Ça protège. Mais du coup, déjà, le Khan l'aime bien, parce qu'il le loge en face de chez lui. Ok. Parmi les grands devins et les grands chamans, les gens qui comptent dans la religion locale. Donc ça, c'est un bel hommage. Et du coup, Sergius, il prend son rôle assez au sérieux. Donc il se balade avec une sorte de bonnet d'évêque, orné de plumes de paon. Il a raison. Il a compris que les Mongols, ils sont un petit peu dans l'ostentatoire. Bon, il triche un peu avec quelques coutumes, notamment avec il cache des graines pour le jeûne, et des trucs comme ça. Mais il compense en se baladant avec notamment une énorme croix argentée qu'il met au bout d'une pique et qui balade partout. Alors, ce qui lui va bien, en fait, c'est qu'il est reconnu comme un guérisseur par des femmes de la famille royale. Et en plus, il est pas pote avec les Nestoriens. Ah, donc ça plaît à Guillaume, quoi. Donc ça plaît à Guillaume. Bon, il essaye de les tuer par des prières. Mais apparemment, il en avait aussi piétiné un qui était malade. Tout ça, ça commence à ressembler un peu à une sorte de télé-réalité géante, de microcosme un peu étrange. Et il commence à se dire, mais ce Sergius, il est un peu bizarre quand même. Et ça va même finir par lui rendre les Nestoriens un peu sympathiques.
Ah, ils sont quand même un peu plus chrétiens quand même. Voilà, et donc ils vont s'entendre un peu ensemble, ils vont cohabiter tant bien que mal, ils vont faire des célébrations ensemble, bon, où chacun bénit ses propres hosties, mais globalement, on fait des messes ensemble, quoi. À ce moment-là, Guillaume, il se fait plus trop d'illusions sur la réussite de sa mission. Il va se rendre compte, en fait, qu'il y a une sorte de problème fondamental qui fait que le christianisme, ça peut pas vraiment marcher chez les Mongols, parce que le christianisme, c'est avant tout une religion du verbe. Mhm. Tu portes la bonne parole, la parole de Dieu. C'est des évangiles. Les Mongols, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas des paroles. Eux, ils veulent des actes, ils veulent de l'efficacité. Ils veulent un truc qui marche, quoi. Faut des miracles ou sinon. Et ils s'en rendent compte, bah voilà, quand on l'emmène dans une passe pas loin, on dit là, il y a des démons, il faut que t'ailles les virer. Voilà. Ta-ta-da. Donc ça marche pas complètement. Alors apparemment, il fera 3 credos de pater, un ave, il leur donnera une médaille et apparemment ça marche. Oui, bah l'avantage avec les démons, c'est que. Oui. On sait jamais. Hein. Exactement. Ils sont versatiles. Il aura quand même un petit moment pour briller, notre ami Guillaume. Parce qu'à un moment, je pense qu'il il doit être en moment d'écuve, je pense. Et il va décider de se lancer une sorte de All-Star Game des religions. Il va dire, vous allez tous débattre. Et on va faire des matchs de religion. Comme ça. Non, Rubrook, lui, il est hyper content. Parce que c'est un peu le moment de... Ouais, c'est là où même habillé en clodo, il va pouvoir briller. Quoi. C'est le moment où il peut montrer qu'il est le meilleur. Alors, ça commence par une épreuve écrite. Et là, il va déjà voir que les Nestoriens n'ont pas compris grand-chose aux Mongols. Parce que les Nestoriens, ils vont répondre en réécrivant une chronique qui va, en gros, de la Genèse à nos jours. Ah ouais, tranquille. Voilà. Rubrook, lui, va plutôt écrire le credo. Mhm. Donc, le credo, c'est 15 lignes de « Je crois en Dieu parce qu'il est grand, il est fort », tout ça. Et c'est court, c'est punchy, ça va droit au but. Et là, il va marquer des points, il va passer à l'oral. Ouh. Alors que les Nestoriens, ils sont recalés tout de suite. Les Nestoriens ils vont un peu se ranger derrière lui. Et en fait, il va réussir habilement à naviguer pour avoir son match en premier. Et il va avoir un match contre les bouddhistes. Mais... Et là, on passe de la télé-réalité au film sportif ou l'outsider. Ouais, c'est ça. Un training montage Ouais. de débat. Non, mais c'est malin. Parce que, en fait, quand il va être face aux bouddhistes, il va commencer à appuyer son argumentaire sur l'unicité de Dieu. Mhm. Ce qui fait qu'il va se mettre les musulmans dans la poche. Oh. Il est chaud. Et il finit par gagner contre les bouddhistes. Du coup, qu'est-ce qu'il gagne ? Il gagne une convocation chez le Grand Khan le lendemain avec le plus haut moine bouddhiste. Ok, cool. cool. Voilà, donc en gros, le message du Khan, c'est oui, les Mongols croient en une sorte de force unique, Mhm. mais qui se manifeste de plusieurs façons différentes, suivant les hommes et les endroits. On comprend que cette force unique a donné aux chrétiens des écritures qu'ils n'arrivent pas vraiment à suivre. Chez nous, il nous a donné des devins et on est vachement plus fort et on vous roule dessus. Donc voilà, on va en rester là. Hein, et Monk lui fait bien comprendre qu'il est temps de partir maintenant. Voilà, c'est cool, t'as gagné, mais bon. Notre ami Guillaume va donc repartir le lendemain, broucouille. Donc il a passé 3 mois à Karakorum. Donc là, on est en 1254. Et il repart aussi sans son compagnon de voyage. Le malingre. Le malingre. Qui lui dit non. Je reste. Non, je reste parce qu'on a fait 8000 bornes quand même. Hein. Et qu'il y en a 8000 à faire au retour. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que on n'a quasiment pas d'infos sur le trajet du retour. Mais parce qu'il se passe jamais rien au retour. Ben voilà, parce que Tu connais le on chemin. connaît, Bon. il se passe pas grand chose, mais il va finir par arriver à Chypre. Ah ouais, donc il réussit quand même. Donc il réussit. Et est-ce qu'il ramène l'interprète qui s'est bourré la gueule avec tous les Mongols Non, parce que quand il arrive à Karakorum, en fait, il va changer d'interprète. Mhm. Il va utiliser l'orfèvre, Ah oui. ce qui est un peu moins con. Et du coup, en fait, l'interprète, il est devenu prince mongol. Et tout. C'est ça. Tranquille. Il s'est fait un petit village. Donc il arrive à Chypre quand même. Et à ce moment-là, bon, en passant à Chypre, il va quand même dire bonjour à son ordre. Ça se fait. Et là, le ministre provincial de son ordre dit « Ah, tu tombes bien, parce qu'on a besoin de quelqu'un pour s'occuper de Saint-Jean d'Acre. Mhm. Et lui dit C'est-à-dire que moi, je rentre en France. C'est-à-dire que moi, je dois aller voir le roi.
Non, c'est moi qui donne les ordres. Et donc, il se retrouve un peu coincé à Saint-Jean-d'Acre. Ce qui est plutôt une bonne chose pour nous, parce que du coup, il va pas pouvoir faire un rapport oral à Saint-Louis. Donc, il va devoir tout écrire. Ah, et c'est comme ça qu'on sait tout ça. Et c'est comme ça qu'on sait tout ça, puisqu'il va écrire un manuscrit qui s'appelle Voyage dans l'Empire mongol. Et ce qui est bien, c'est que justement, on en parlait, c'est que lui, il met pas de vallée démoniaque. Mm. Il met pas ce genre de truc, il raconte vraiment son voyage. Parce que, avec les quelques récits des missionnaires d'avant, en fait, c'est à peu près les seules sources qu'on a sur, en tout cas les seules sources occidentales qui nous permettent de vraiment nous figurer quelle était la vie des Mongols, à quoi ça ressemblait Karakorum à l'époque. Parce que de leur côté, il y a peu de sources qui ont survécu. C'est le problème des nomades. Voilà. Donc, avoir quelqu'un qui cherche pas à embellir les choses. Et c'est combien de temps avant Marco Polo, ça? Alors, j'allais y venir parce que Marco Polo, lui, il a un peu tendance à embellir les choses quand même. Ouais, c'est ça. Puis bon, l'avantage, c'est qu'il est pas moine, donc il peut faire un peu n'importe quoi. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Marco Polo, il est né au moment où Guillaume de Rubruck était à Karakorum. Ah, d'accord. Enfin, ou juste avant. Ouais, donc ils ont une génération de différence. Enfin, il est né en fin 1254, donc il était soit à Karakorum, soit dans les steppes. Enfin, il était en route, quoi. On se rend compte aussi en lisant. Alors, on se rend compte en lisant les gens qui l'ont lu, soyons francs, qu'il n'est pas un homme sectaire. Parce que il sait, même si au départ il dit j'entre dans un nouveau monde, c'est dégueulasse le lait de jument fermenté, finalement il s'intéresse aux coutumes locales, il les juge pas, ou pas trop. Et au point même, à la fin, il dit le kumis là, c'est meilleur que le vin. Ah, bah ça, c'est parce qu'il vient du Nord. Il viendrait de Bordeaux. Oui, peut-être. Il est capable aussi de converser en fait avec tous ces gens qui sont de religions différentes. Mais il a appris le mongol et tout Non. Non, il a toujours un Je crois pas. Mais il est capable, tu vois, d'avoir des conversations avec les bouddhistes, avec les musulmans, avec finalement, il est assez ouvert d'esprit et bon, en plus, il a compris que c'était plus trop le trip d'essayer de convertir tout le monde. Puis bon, les franciscains, en même temps, quand ils se pointent pieds nus avec leur chasuble en toile de jute, ils sont pas trop en position de faire non, c'est moi qui ai raison, c'est tout. Ouais, hein, toi, le chef mongol. Qui est couvert d'or. Il finira quand même sa lettre à Saint-Louis par un fort joli relativisme où il dit « Je dis en toute assurance que si vos paysans, et je ne parle pas des rois et des chevaliers, voulaient marcher comme le font les rois des Tartares et se contenter de la même nourriture, ils pourraient conquérir le monde entier. » Ah, donc en fait, il est en train de prétendre que si les Mongols peuvent tout conquérir, c'est grâce au lait de jument et au fait qu'ils au fait que les rois des Tartares soient moins feignants que les paysans français, quoi. Ouais, aussi. C'est un peu ça qu'il dit. Ouais. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a un musée Guillaume de Rubruck à Rubruck et une association. Alors je crois que le musée est fermé en ce moment, hein, malheureusement. Bah, ouais, comme tous les musées. Et une association des amis de Guillaume de Rubruck. À Rubruck, toujours. À Rubruck. Donc si vous passez par là, sur la route de Volkorinkov ou en allant visiter Wormhout, n'hésitez pas. Pensez à nous. Exactement. Ah bah, on a appris plein de trucs. Et ben on a appris plein de trucs. On s'est baladé. Ouais, on a beaucoup voyagé aujourd'hui. On a beaucoup voyagé. Et si vous voulez voyager dans d'autres univers, je sais pas, la Corée par exemple, puisqu'il y a le podcast Gone Bay en Louisiane avec Binous USA, dans plein d'autres endroits, n'hésitez pas à écouter tous les podcasts du label Podcut. Si ça vous plaît, que vous avez envie qu'on continue et qu'on fasse encore plein d'autres choses, n'hésitez pas à contribuer au Patreon, à nous abreuver d'étoiles sur tous les réseaux sociaux. Lancez les étoiles. Lancez-nous des commentaires si vous avez encore une fois des sujets que vous voulez qu'on aborde. Voilà, par exemple, vous avez entendu parler d'un mec, mais ça vous fait chier de faire les recherches vous-même. Demandez-nous. Demandez-nous, on vous racontera. Voilà, et ben on se dit à la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.